Donc bonjour à tous. Première vidéo de la chaîne sur un sujet assez simple, contrairement à son nom. Donc les nombres complexes. Voilà, donc sujet assez simple pour que je puisse me faire la main sur le format des vidéos. Euh, voilà, donc là à l'écran vous pouvez voir un petit avant-goût des formules qu'on va voir. Bon, bah c'est parti. Premièrement, qu'est-ce qu'un nombre complexe? Donc un nombre complexe, généralement on l'appelle Z. Voilà, il appartient à un ensemble qu'on appelle C. Bon, donc voilà, pour tout Z appartenant à C, ça c'est le formalisme un peu pompeux qui va bien. Mais grosso modo, c'est un nombre qui va s'écrire sous la forme A plus IB. Donc ça c'est très connu. Euh, avec A et B, a priori, des réels. Voilà. Et donc cette forme-là, on l'appelle la forme algébrique. Voilà, parce qu'il y a d'autres formes de nombres complexes. Et donc la grosse définition qui change comparé à l'algèbre habituelle, c'est qu'il existe un nombre qu'on appelle i, tel que mis au carré, il soit égal à moins 1. Donc voilà, on a la définition i carré égale moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce nombre? On a un nombre, très bien. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, on va mettre un peu de formalisme, un peu de vocabulaire sur ce dont on parle pour se comprendre. Euh, le A, donc le, le- le- le nombre qui n'est pas multiplié par I, on l'appelle la partie réelle de Z. Voilà. Et à l'inverse, le B, qui est multiplié par I, on l'appelle la partie imaginaire. Voilà, ça c'est juste du vocabulaire. Pour l'instant, rien de fou. Donc, l'idée c'est qu'on définit pour tout Z, en fait, à chaque nombre complexe Z, on va lui définir son conjugué. Et son conjugué, c'est assez simple de l'obtenir une fois qu'on a Z, c'est-à-dire que bah, il va être défini comme ceci. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on garde la partie réelle, A, c'est juste qu'on va changer le signe de la partie imaginaire. Donc du coup, au lieu d'avoir un A plus IB, on va avoir un A moins IB. Voilà. Donc on va voir que ce nombre conjugué, il permet de faire certaines choses, notamment cette formule-ci, en verte. Euh, donc ce conjugué, en fait, il nous permet, à partir d'un seul et même complexe, un seul et même nombre complexe, d'obtenir un réel. Je m'explique. Typiquement, là, vous avez une relation que je vais démontrer juste après, qui est assez simple. C'est-à-dire que si on prend un nombre z et qu'on le multiplie par son nombre conjugué, on obtient le nombre a carré plus b carré. Mais selon ma définition, j'ai bien expliqué que a et b, c'était des réels, a priori, mais de toute façon, si c'était des complexes, on pourrait euh, distribuer l'addition et le réécrire de sorte à avoir des facteurs réels. Et donc du coup, si A et B sont réels, bah, A carré plus B carré est aussi un réel. Et donc ça, c'est assez pratique dans certaines manipulations de calcul, de pouvoir, à partir d'un nombre complexe, en tirer un réel. Voilà. On va voir que ce réel, il a une certaine signification. C'est pas anodin. Du coup, la petite démonstration, donc voilà, on a de la chance, le produit est encore commutatif. Donc, j'ai un A plus IB, et je multiplie par un A moins IB, donc j'ai un A fois A carré, A fois moins IB moins IAB, IB fois A plus IAB, ça se cancel, et, euh, et donc là du coup attention, on a IB facteur de moins IB, donc on a moins le I carré fois B carré, et on a bien défini I carré comme étant égal à moins 1. Donc, ce truc-là fait moins 1.
Et du coup, on va bien avoir a carré, moins par moins plus b carré. Voilà. Donc a carré plus b carré. Et donc, ce nombre, on va l'appeler le module de z au carré. Alors ça va prendre du sens après. Mais grosso modo, voilà, module de z, c'est ce truc-là, le module. Et du coup, au carré, c'est égal à a carré plus b carré. Pour l'instant, je l'appelle comme ça. Je le note avec des barres, comme ça. Ça peut faire penser à la valeur absolue. euh, Parce que fondamentalement, c'est la même chose. Mais enfin bref. D'ailleurs, il se peut que je dise norme, si c'est pas déjà fait. Je ne sais pas. Parce que concrètement, c'est une norme. Mais bon, bref. Et donc, ce module au carré, c'est a carré plus b carré. Je le définis comme ça pour l'instant. Donc voilà, module de z. Donc je définis le module de z par racine carrée de a carré plus b carré. C'est juste une définition, je pose ça là. Et du coup, je vais pouvoir dire que z fois z bar, c'est le module de z au carré. Voilà. Pour l'instant, c'est que des définitions. Je pose des choses mais ça n'a pas beaucoup de sens pour le moment. On ne voit pas trop ce qu'on peut en faire. Ça va prendre du sens juste après. Donc, là, si on veut développer un peu l'algèbre qu'il y a derrière, on peut se dire très bien, bah, un nombre complexe, j'ai besoin de deux réels pour le définir. Alors ça peut paraître bizarre. Euh, donc j'ai un nombre complexe et j'ai bien besoin de un nombre réel, A, et un deuxième nombre réel, B, pour le définir complètement. Donc c'est-à-dire que j'ai besoin de sa partie réelle et de sa partie imaginaire. Et donc du coup, avec ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est noter un nombre complexe dans un plan. De telle sorte que, voilà, il me semble que ça a un nom, ça, de noter un nombre complexe avec un point, mais enfin bref, je ne sais plus. Euh, donc on va noter un nombre complexe avec un point, ici, dans un plan, de telle sorte que son abscisse, ce soit la partie réelle, et son ordonnée, ce soit la partie imaginaire. Voilà, donc déjà, je donne un contexte géométrique à mon algèbre. Ça aide déjà pas mal, parce qu'on va pouvoir en tirer de nouvelles choses. Ok, donc là, c'est... Ok, partie réelle, partie imaginaire. Je pose mon nombre complexe dans un plan. Ceux qui ont déjà fait de la géométrie en coordonnées polaires savent que, donc en fait, ça, on peut l'identifier à x et ça à y. Et en fait, en coordonnées, ce qu'on appelle polaires, on sait qu'il y a deux autres jeux de coordonnées qu'on peut utiliser pour localiser n'importe quel point. Et donc c'est justement ça. Voilà. Donc là, c'est ça les coordonnées polaires. En fait, c'est juste, au lieu de me dire je me déplace de A sur l'axe des abscisses et je me déplace de B sur l'axe des ordonnées, bah, l'idée c'est de dire je fais un angle θ par rapport à l'axe des abscisses et je me déplace de R dans cette direction. Et donc vous voyez qu'avec cette définition, vous pouvez localiser n'importe quel point du plan. Donc pour l'instant, c'est pareil, ça n'a pas beaucoup de sens parce que là, R, θ, bon très bien, mais c'est quoi R et θ? On va le voir juste après. Donc, je garde cette figure en tête, et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans un premier temps? Alors ici, j'ai bien un angle droit. Voilà, et ici aussi. Donc, qui dit angle droit dit triangle rectangle, et qui dit triangle rectangle dit théorème de Pythagore. Et donc, si j'écris le théorème de Pythagore, j'obtiens que r carré, donc c'est bien la diagonale,
c'est égal au carré de ce côté-là, qui est A, hein, ici, plus le carré de ce côté-là, qui est B. Mais tout à l'heure, j'ai bien défini ce que c'était que le nombre A carré plus B carré, et ça, c'est le module de Z au carré. Et donc, c'est ce que j'ai écrit là, c'est que finalement, R, c'est le module de Z. Donc, si je donne un peu de sens à ce que c'est que ce module, donc ici, l'idée c'est que si je place un nombre complexe dans un plan, dans ce qu'on appelle le plan complexe d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, ce qu'on appelle le plan complexe, je le place, bah, en fait le module de Z c'est simplement sa distance à l'origine. Et donc c'est là que vous voyez quand finalement c'est exactement pareil qu'une valeur absolue. Parce que si j'ai mon axe des réels, avant de parler de nombres complexes, je parlais de nombres réels, j'avais 0, et la valeur absolue de 5, c'était 5, la valeur absolue de moins 10, c'était 10, c'était bien la distance de ce nombre vis-à-vis de l'origine. Donc voilà, c'est pour ça, norme, module, c'est la même chose, c'est la distance vis-à-vis de l'origine. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis un peu de clarté sur ce que c'est que ce module, on va parler un peu de θ quand même. Donc θ, ben, je peux faire un peu de trigonométrie avec. Je peux considérer son cosinus. Et donc le cosinus de θ, c'est ce qu'on voit au collège, hein, si je dis pas de bêtises, c'est le côté adjacent, donc celui-ci, divisé par l'hypoténuse. Donc le côté adjacent c'est toujours A, hein, ça n'a pas changé. Donc je fais A divisé par R. Et donc finalement j'en déduis une nouvelle expression, une espèce de passage qui me donne A en fonction de R et θ, et donc c'est cette formule-ci. Donc voilà, donc j'ai défini ce que c'est que le nombre A, sachant que le nombre A c'est toujours la partie réelle de Z, hein. Donc c'est R cos θ. Je fais pareil pour le sinus, hein. Sinus c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, donc je vais avoir B sur R, et donc j'ai toujours ma nouvelle définition de B qui est R sinus θ. Ok, mais du coup, Z, ça s'écrit toujours A plus IB. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Mais du coup, si j'injecte cette formule-ci et cette formule-ci dans mon A plus IB, bah, je vais avoir R cos θ plus I facteur de R sin θ. Et ça, alors oui, c'est vrai qu'on note θ comme l'argument de Z. Voilà, on disait que R c'était le module de Z ici. Donc θ ça a aussi un nom, on l'appelle l'argument de Z. Voilà. Et donc en fait ce qu'on obtient c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Donc rappelez-vous que ça c'était la forme algébrique. Donc première forme, la forme algébrique. À partir de ça, j'en déduis. Là, vous voyez que tout découle hein, de la forme algébrique. J'en déduis la forme trigonométrique. Donc j'ai juste factorisé par R. Et donc du coup, j'obtiens R facteur de cos θ plus I sin θ. Voilà, forme trigonométrique. Voilà, est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Pour le moment, pas grand-chose, hein. J'avoue que du coup, on donne un contexte assez géométrique. Voilà. On va voir après comment on peut se servir des nombres complexes en physique, par exemple. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une troisième forme qui va être un peu plus difficile à trouver, mais qui se trouve très, très facilement. Enfin,
facilement. Et donc pour ça, je vais considérer cette partie-là du nombre complexe, qui n'a pas forcément de nom, hein, c'est juste la partie, disons, trigonométrique, enfin, j'en sais rien, en cosinus θ plus i sin θ. Et je vais voir que cette fonction, si je la définis comme une fonction, ça va être égal à quelque chose d'autre. Donc passons. Donc je l'ai renoté là, hein, l'expression du nombre complexe. Et en fait, je vais définir une fonction que j'ai appelée f, hein, classiquement, qui est définie comme f de x égale cos x plus sin x. Donc vous voyez que c'est bien cette partie-ci. Donc, j'ai ma fonction, très bien. Bon, à quoi ça m'avance d'avoir une fonction? En fait, ce que je peux faire, c'est la multiplier par i, parce que pourquoi pas? J'en ai envie, je multiplie par i. Donc du coup, i fois cos, donc en fait, je vais noter tout ça fois i, ça va faire i fois cos. Et en fait, le i fois i sin, ça va faire i carré, et i carré, c'est toujours moins 1. Donc du coup, je vais avoir moins sin x. Ok, soit je multiplie par i, j'ai le droit, hein, rien ne l'en empêche. Mais ce que je vais faire d'autre, un truc un peu plus, disons, complexe, c'est prendre sa dérivée. Et en fait, je considère la dérivée de f par rapport à x. Alors, la dérivée de cos, c'est moins sin. I, c'est une constante. Donc, en fait, je la considère comme telle. Et la dérivée de sin, c'est cos. Et donc là, les plus rapides auront vu que ces deux grandeurs sont égales. D'un côté, j'ai i cos moins sin. Et de l'autre, j'ai moins sin plus i cos, donc i cos moins sin aussi. Donc ces deux grandeurs sont égales. Je la note comme ça. Et donc ça, c'est un nom. C'est pas l'objet de la vidéo. Donc je lâche ça là pour ceux que ça intéresse. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet, hein. Je pense que c'est un passage obligé. Donc ça, fondamentalement, ça s'appelle une équation différentielle. Donc c'est une équation qui lie une fonction, ici, à ça ou ses dérivés. Donc typiquement ici. Donc j'ai mis tout le vocabulaire, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 parce que la dérivée enfin l'ordre maximal c'est 1, on prend que la dérivée première ici. Pas de dérivée d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Elle est linéaire dans le sens où j'ai pas de fonction au carré, j'ai pas de dérivée au carré, etc. J'ai pas de sinus de la fonction non plus. Voilà, j'ai que une dérivée et la fonction multipliée par des constantes. Oui, voilà, donc en plus multipliée par des constantes, c'est-à-dire que j'ai pas de f de x fois x par exemple. Si j'avais ça, j'aurais pas pu dire que c'est un coefficient constant. Parce que le seul coefficient ici c'est i. Et donc sans second membre, tout simplement parce que si je mets ce terme-là de l'autre côté, ça me fera égal à 0. Et voilà, ça s'appelle une équation sans second membre ou homogène. Bref, une équation homogène. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc l'idée c'est que faut la résoudre cette équadif et comme je l'ai dit c'est pas le sujet donc ce que vous pouvez faire c'est me croire et vous avez de bonnes raisons de me croire. Donc en fait la solution ça va être celle-ci, c'est que f de x va s'écrire comme une constante que je note grand A fois exponentielle de ix. C'est vraiment immédiat parce qu'en fait l'équadif est assez simple, elle est même très simple. Donc c'est assez immédiat, enfin c'est assez immédiat. Non, il faut savoir d'où ça vient, mais quand on le sait, c'est immédiat.
Euh, et je retiens que cette fonction, c'est toujours cosinus plus i fois sinus. Ça va pas changer, hein. On parle vraiment de la même fonction. Euh, voilà, donc notez déjà quand même la méthode, la réflexion derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le but d'une équation différentielle, c'est de trouver une fonction. Mais le truc, c'est que cette fonction, on la connaît déjà. Donc en fait, on cherche une fonction qu'on connaît déjà. Mais on va voir que avec cette méthode, on peut trouver une nouvelle expression de cette fonction. Donc, on continue. Donc j'ai deux expressions, celle-ci et celle-ci. Et donc comment on trouve A? En fait, A, une équation différentielle pour trouver une solution, disons, exacte, il faut une condition initiale. Enfin, ce qu'on appelle condition initiale. Mais en réalité, c'est juste la donnée d'une fonction en un point. Donc généralement, c'est f de 0. Là, on va se servir de f de 0 parce que c'est simple. Mais voilà, donc je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, on prend en compte f de 0. Donc si j'utilise cette définition-là, cette expression-là, ça me donne a exponentielle de 0, et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc a fois 1, ça va me donner a. C'est le a qui est ici. Mais si j'utilise la deuxième expression, je vais avoir cos de 0 plus i sin de 0. Et sinus de 0, pas de bol, ça fait 0. Et cos de 0, ça fait 1. Donc finalement, ce que je viens de montrer, c'est que a est égal à 1. Voilà. Donc a est égal à 1, et donc ce que j'en déduis, c'est que f de x, c'est juste exponentielle de ix. Et donc on voit quand même que l'expression est radicalement différente de celle qu'on avait à la base. Et donc en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est juste remplacer x par θ. Et donc j'en déduis que cos θ plus i sin θ, c'est exponentielle de iθ. Et donc ça, cette relation, elle est fondamentale. Genre, avec cette expression, on peut faire plein de choses. Je vais détailler un peu plus après. Et donc du coup, je rappelle aussi que l'expression d'un nombre complexe sous sa forme trigonométrique, c'est celle-ci. Donc R, facteur de cos θ plus i sin θ. Et donc je peux le réécrire, z égale R exponentielle de iθ. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la forme exponentielle. Voilà, donc j'ai bien mes trois formes. Donc j'avais ma forme algébrique en a plus ib au début. C'est vraiment, je suis parti de ça. Et vous voyez qu'à partir de ça, j'en ai déduit plein de choses. J'ai découlé un raisonnement qui me permet d'obtenir deux autres formes. Donc la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Voilà, tout découle de tout. Donc voilà, mais encore une fois, bon, pas grand-chose de concret pour l'instant. Je parle juste d'une petite formule qui peut servir assez rarement. Elle sert assez rarement en vrai, enfin du moins en physique. En maths, je ne sais pas, peut-être dans des démonstrations. Voilà, mais je la mets parce que c'est assez simple à comprendre. Euh, donc la formule de ce qu'on appelle de De Moivre, c'est juste on considère ce truc-là à la puissance n. Et en fait, comme on connaît cette relation-là, bah, c'est très facile de le mettre à la puissance n. La démonstration est juste là. Euh, donc ça va juste être égal à la même expression, mais avec des arguments. Donc les arguments dans les cosinus et sinus multipliés par n. Voilà. Donc la démonstration, elle est là. C'est-à-dire que je vais juste remplacer le cos θ plus i sin θ par le exponentiel de iθ.
ici. Et donc une exponentielle à la puissance, donc ici, ça va être l'exponentielle d'un produit. Ça, c'est définition, enfin définition, propriété de l'exponentielle, voilà. Euh, et donc, ça me fait juste exponentielle de in θ. Et donc là, ce que je peux dire, c'est que finalement, exponentielle de in θ, je peux voir ça comme cette expression-là, sauf qu'au lieu d'avoir θ, ici, je vais avoir nθ. Et donc, je peux juste remplacer par cette expression, mais au lieu d'avoir θ, je vais avoir nθ. Et donc, c'est juste ça. Donc, cos nθ plus i sin θ. Voilà, c'est la démonstration, elle est assez immédiate, hein. Voilà. Euh, alors, autre chose quand même très utile, les identités de l'air. Donc, première formule. Je passe assez vite là-dessus parce qu'en vrai, elle sert à rien cette formule. Je m'explique après, hein, mais euh, donc je garde mon équation. Ce truc-là, bon, personne l'appelle comme ça, mais honnêtement, on pourrait l'appeler équation fondamentale des nombres complexes. Enfin, c'est voilà, c'est ce qui en dit le plus. Et donc l'idée, c'est que cette expression, cette équation, je vais poser x égale à pi. Et, euh, et donc cos pi, ça va faire moins 1. Et sin pi, ça va faire 0. Voilà. Et donc j'ai une expression de l'exponentielle ipi qui est la suivante. Enfin, moins 1 égale l'exponentielle de ipi. Et du coup, j'en déduis ce que certains appellent la plus belle équation des mathématiques. Bon, honnêtement, on va rester humble. Je leur dirai pas qu'ils ont tort, mais bon, si, un peu quand même. Parce que cette équation ne sert strictement à rien. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie équation, qui est vraiment utile, c'est celle-ci. Parce que là, au moins, je peux prendre n'importe quelle valeur pour x. Et j'en déduis une relation entre l'exponentielle complexe et voilà, le cosinus et le sinus. Donc c'est juste que appliqué à pi, bon bah oui, on obtient une expression qui fait intervenir e, i, pi, 1 et 0. Ouais, bah ok, félicitations. Mais avec celle-ci, vous pouvez appliquer pi sur 2 et vous aurez une autre expression. Vous pourrez appliquer pi sur 3, vous aurez une autre expression. Vous pouvez appliquer 2, vous aurez une autre expression. Bon, cosinus de 2, vous connaissez pas, mais c'est pas grave, vous aurez exponentielle de 2i. Voilà. Euh, bref, passons. D'autres identités qui sont beaucoup plus utiles, c'est de considérer ce petit développement ici. Donc là, ça mérite quand même qu'on y passe un peu plus de temps. Euh, donc l'idée, c'est que je considère 2 fois le cosinus de x. Bah oui, en fait, ça va être égal à tout ça. Parce que j'ai cos ici, plus cos ici. Ça me fait 2 cos. Et là, je vais avoir i sin. Et là, j'ai moins i sin. Du coup, ça se cancel. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, on peut en dire des choses à partir de ces relations-là. Ça, c'est juste la parité et la non-parité donc de cosinus et de sinus. Donc, l'idée, c'est que cosinus appliqué à moins x, c'est égal à cosinus de x. Voilà, ça se voit sur un cercle trigonométrique assez facilement. Et à l'inverse, sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc le cosinus, c'est ce qu'on appelle une fonction paire. Et le sinus, c'est ce qu'on appelle une fonction impaire. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux en dire? Bah, c'est que ce cosinus-là,
Cosinus x, je l'ai là. Et donc ce cosinus là, je vais pouvoir le changer en cosinus de moins x, faire apparaître un moins là. Voilà, j'ai le droit parce qu'en fait, cosinus x c'est pareil que cosinus de moins x. Donc je fais juste apparaître un moins dans le cosinus. J'ai tout à fait le droit. Et à l'inverse, là le moins sinus, bah je l'ai là. J'ai le moins ici et j'ai le sinus ici. Et donc c'est pareil, je vais juste transformer ce moins en plus et je vais mettre un moins ici. J'ai tout à fait le droit. Et ce terme-là ne changera pas. Voilà, je procède à des opérations complètement autorisées. Rien n'est interdit. Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc le premier terme, c'est vraiment le même. Là, c'est exactement la même chose. C'est juste là, dans ce second terme, j'ai juste changé cos x en cosinus de moins x et moins sin x en sinus de moins x. J'ai tout à fait le droit. Et donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Bah, toujours avec cette équation-là. Hein. Je devrais la laisser encadrer d'ailleurs. Bah, je vais pouvoir transformer ce truc-là. Transformer. Réécrire ce truc-là en exponentielle de ix, parce que vous voyez que c'est la même chose. Mais par contre, ce truc-là, bah, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir x, j'ai moins x. Donc je vais avoir un exponentiel de moins ix. Donc c'est ce que j'écris là. Voilà, donc si je récapitule, ce truc-là, c'est ce truc-là. Et ce truc-là, c'est ce truc-là. Voilà. Et donc je vais juste faire passer... Je crois que je le fais après. Ouais, je le fais après. Très bien. On fait pareil pour le sinus. Sauf que là, au lieu d'avoir un 2, je vais avoir un 2i. Bon, ça change rien. Parce qu'en fait, vous voyez que là, je vais avoir un cosinus. Et là, je vais avoir un moins ici. Cosinus. Donc les cosinus vont se cancel. Et je vais avoir un isinus moins par moins isinus. Donc ça va me faire 2 fois isinus. Voilà, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que là, au lieu que ce soit les sinus qui se cancellent, c'est les cosinus. Et donc, j'utilise les mêmes propriétés que tout à l'heure, de parité et de non-parité de cosinus et de sinus. Et je peux réécrire ça. Voilà, encore une fois, donc cosinus de x, ça devient cosinus de moins x, j'ai tout à fait le droit. Par contre, le moins sinus de x, ça va devenir plus sinus de moins x. J'espère que j'ai pas dit de conneries. J'ai l'impression d'avoir dit une connerie, mais je m'en souviens plus. Donc c'est pas grave. Et donc exactement pareil que tout à l'heure. Je vais réécrire ça et je vais réécrire ça. Comme ça. C'est parce que vous voyez que c'est la même chose. Hein. C'est juste que là j'ai un plus et là j'ai un moins. Donc je le réécris comme ça. Et donc là j'obtiens les deux identités de l'air. Donc qui sont ici. Et donc ça c'est assez utile, notamment quand on veut intégrer, par exemple, intégrer des cos carrés, des sin cubes, ou par exemple, si vous cherchez l'intégrale de, je sais pas moi, oui, cos carré, sin carré. Bah, oui, oui, non, il y a moyen de résoudre ça peut-être plus simplement, mais par exemple, je sais pas moi, un cos puissance 4 fois un sinus au cube. Ça s'intègre, et ça s'intègre en réécrivant cosinus et sinus avec ces formules-là. Voilà. Les maths sont finis. On va faire un petit peu de physique. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, je pense. Très bien. Donc, on fait une légère application, ce qu'on appelle un filtre RL. Alors, là, pas de panique, j'explique. Filtre RL, c'est le circuit suivant.
L'idée, c'est que j'ai un circuit que j'alimente avec une tension qui dépend du temps, que j'appelle E de T. E, c'est pour entrée, tension d'entrée. Voilà. Ce circuit, il est composé d'une résistance et d'une bobine, ou inductance. Voilà. Donc résistance, bobine, tout ça, c'est ce qu'on appelle des dipôles linéaires qu'on voit en première année. Voilà. Et donc ce que je cherche, c'est S de T. Donc S pour sortie. Donc E, c'est la tension d'entrée. S, c'est la tension de sortie que je prends aux bornes de la bobine. Là, vous voyez que la flèche, elle est au niveau de la bobine. J'aurais très bien pu la prendre au niveau de la résistance. Rien ne m'en empêche. C'est juste que, bah voilà, fallait faire un choix. Euh, donc, je détaille un peu les maths, là. C'est que la tension d'entrée, on va la définir comme ça, en E cos oméga t. Alors, le grand E, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. C'est-à-dire que vous avez un signal qui dépend du temps. E, donc le petit E de t, il va varier comme un cosinus, avec une certaine fréquence, etc. Et le grand E, c'est juste ça. C'est juste cette distance-là. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. Voilà, c'est au niveau du maximum, évidemment. Voilà, et on retrouve ici E. Donc en fait, ici je vais avoir E. Ici, je vais avoir moins E. Voilà. Ça, c'est juste le contexte un peu plus voilà, graphique. Et le cosinus oméga t, alors, oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation, qui est reliée par la fréquence par 2pi nu. Et nu, c'est la fréquence. C'est la grandeur qui s'exprime en Hertz. La grandeur qu'on connaît qui s'exprime en Hertz. Voilà. Donc c'est 2pi nu. Voilà, c'est juste une définition physique. Voilà. Donc plus la fréquence est grande, plus oméga est grand. Voilà. Ensuite, alors, il y a une relation qui est bien connue, qui s'appelle la loi d'Ohm. J'aurais dû l'écrire. Loi d'Ohm qui dit que U égale RI. Ça, pas mal de gens la connaissent. U égale RI, donc ça relie la tension aux bornes d'une résistance à l'intensité du courant qui la traverse. Voilà, donc U égale RI. C'est juste écrit avec les dépendances en T parce que la tension et l'intensité dépendent du temps. Voilà. La caractéristique d'une bobine. Alors ça, on pourrait le voir un peu comme l'équivalent de U égale RI, mais pour une bobine. C'est pas totalement vrai, mais c'est l'idée. Donc S, j'ai juste remplacé S parce que c'est la tension aux bornes de la bobine. C'est L fois la dérivée de l'intensité qui la traverse. Donc ça se montre à partir des lois de l'électromagnétisme, c'est pas le sujet. Passons. Alors, là ce qu'on fait c'est de l'électrocinétique. Quand on fait de l'électrocinétique, il y a des lois qu'on utilise qui découlent d'autres lois, mais voilà. Et l'une de ces lois, c'est ce qu'on appelle la loi des mailles. Et la loi des mailles, elle dit que la somme algébrique des tensions à l'intérieur d'une maille est nulle. Qu'est-ce que c'est qu'une maille? C'est ce truc-là. Et donc si je fais... Donc là, la tension S, elle est pointée donc vers le haut, comme vous voyez. Et en fait, la tension que j'ai notée U, ici, qui apparaît aussi ici, elle est pointée comme ça.
Alors, pour des raisons que j'explique pas ici. Donc ça, c'est U de t. Et donc si je fais la somme algébrique, ça veut dire que... qu'est-ce que ça veut dire? C'est... Donc si la tension... En fait, je vais définir un sens de parcours de ma maille. Et donc si la tension va dans le même sens, je mets plus. Si la tension va dans le sens inverse, je mets moins. Et donc là, je choisis le sens horaire. Et donc je vais bien avoir plus E de t, parce que E va bien dans le sens horaire. Voilà. Par contre, je dois faire moins U de t, parce que U de t va dans l'autre sens. Voilà, j'espère que c'est clair. Et moins S de t, parce que S de t va aussi dans l'autre sens. Et donc ça fait 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Sinon, vous avez le nom, loi des mailles. Voilà, vous pouvez vous renseigner. Alors, qu'est-ce que j'écris là? Donc au final, je fais passer les U de t et S de t de l'autre côté. Et donc le S de t, je ne l'ai pas remplacé. Par contre, j'ai remplacé U de t par R fois I, par loi d'Ohm. C'est ce que j'ai écrit là. Et E de t n'a pas changé. E de t, il est là, mais je préfère le laisser comme ça en petit E de t que de tout réécrire. Et en fait, cette équation, je la dérive pour faire apparaître une équation différentielle. Je la dérive, donc en fait, la dérivée de S ici, c'est juste ds sur dt. La dérivée de RI, R étant une constante, je vais avoir R fois la dérivée de I. Et il faut dériver E aussi, donc j'ai bien dE sur dt ici. Ok, et là je fais une petite manipulation mathématique, parce que ce que j'aimerais faire, c'est faire apparaître ce truc-là, ce L fois DI sur dt. Et en fait, j'ai que R fois DI sur dt. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce terme-là, un truc que j'ai totalement le droit de faire, c'est de multiplier par 1. Alors, ça paraît con. On multiplie par 1, bah oui, ça ne change pas. Un nombre, aussi complexe soit-il, multiplié par 1, c'est égal à ce nombre. Donc, mais 1, je peux aussi le réécrire comme L sur L. Voilà, c'est juste une petite manipulation. Et donc, je vais avoir ça. J'ai bien mon L sur L ici. Voilà. Et le reste n'a pas changé. ds sur dt, ds sur dt, de sur dt, de sur dt. J'ai complètement le droit de faire ça. Et donc vous voyez qu'avec cette petite manipulation, j'ai fait apparaître mon LDI sur dt. Et donc ça, je vais pouvoir le remplacer par S de t. Voilà, pour l'instant, pas de nombre complexe. Hein, vraiment, là, c'est juste du calcul bête et méchant. Et autre chose aussi, c'est que le R sur L, je le note 1 sur tau. Pareil, on peut voir que ça a la dimension de l'inverse d'un temps, mais voilà, je le note 1 sur tau. Et donc, on obtient l'équadif suivante. Donc, encore une équadif. J'aurais peut-être dû commencer par là. Bon, enfin, bref. Une équadif, donc, je connais E. Donc, je connais dE sur dt. Dérivé par rapport au temps, c'est pas compliqué. Par contre, ce que je connais pas, c'est S. Et donc, pour connaître S, il faut résoudre l'équadif. Et donc, c'est là que les nombres complexes vont nous aider. Comment? En fait, je vais faire une hypothèse qui est justifiée dans un sens, c'est que S, la tension de sortie va s'exprimer comme une amplitude grand S fois un cosinus oméga t plus phi. Alors, on peut le justifier physiquement par le fait que le système est linéaire,
Et donc que comment dire, la conséquence d'une cause, donc c'est-à-dire que là on a une cause, c'est E de t, et la conséquence c'est S de t. Et donc le fait que le circuit soit linéaire, ça implique que la conséquence, donc S de t, oscille à la même fréquence que la cause. Donc en oméga aussi. Donc c'est le même oméga qu'on voit là. Voilà, sauf que il y aura peut-être une amplitude et un déphasage, surtout. C'est parce que c'est ça qu'on cherche. Grosso modo, c'est ces grandeurs-là qu'on va chercher, l'amplitude et le déphasage. Donc c'est une hypothèse. Donc là, je l'ai expliqué avec les mains physiquement. Mathématiquement, ça se justifie avec un outil qui est beaucoup plus compliqué que le sujet de la vidéo, qui s'appelle la transformée de Fourier. Et avec ça, on n'a pas besoin de faire d'hypothèse et on peut montrer que S de t a cette forme-là. Voilà. Donc là, j'en fais d'hypothèse parce que je ne vais pas parler de transformée de Fourier maintenant. Mais voilà. Donc l'objectif, c'est de trouver S de t et donc de trouver son amplitude ici et son déphasage ici. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai S de t parce que je sais que S de t oscille déjà à la fréquence oméga, donc j'ai pas besoin de chercher sa fréquence. Et donc les paramètres du système, c'est l'amplitude d'entrée, donc grand E, qui est là. Taux, alors taux c'est juste une réécriture de R et L. Et oméga. Voilà. C'est-à-dire que le circuit peut se comporter de manière différente en fonction de la fréquence que je lui impose. Voilà, et on va le voir après. Ok, donc je rappelle je rappelle cette formule-là. Pourquoi? Tout simplement parce que la logique, elle est là. C'est que ici, là, j'ai parlé de cosinus, des tensions d'entrée, tensions de sortie qui se comportent en cosinus. Bah, ça tombe plutôt bien parce qu'en fait, avant, quand on faisait des maths, j'avais bien dit que il y avait une relation trigonométrique dans l'algèbre des nombres complexes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier ce cosinus-là au cosinus qu'il y a ici et ici. Je vais les identifier et en fait, en faisant cette identification, donc cette similitude, je vais pouvoir associer des grandeurs complexes à mes grandeurs réelles. C'est-à-dire que là, mon petit e de t, c'est une grandeur réelle. E, bah, a priori, E, c'est ce que je vois sur mon oscilloscope. Enfin, pas sur l'oscilloscope, mais sur le générateur de fréquences. Donc, c'est une grandeur réelle, a priori. Cosinus oméga t aussi. Et donc, pareil pour S de t. Sauf que là, c'est vraiment ce que je vois à l'oscilloscope, le grand S. Et donc, c'est aussi quelque chose de réel. Mais à ces grandeurs réelles-là, ces deux grandeurs réelles, je vais pouvoir associer une grandeur complexe. Comme ceci. Donc, on passe en notation complexe, ce qu'on appelle la notation complexe, en me disant que finalement, petit e de t, donc ici, bah, c'est la partie réelle d'un nombre complexe qui est grand E exponentielle i oméga t. Voilà. Si on réécrit ce truc-là, ça va faire grand E cos plus i fois grand E fois sin. Alors, désolé pour l'écriture, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Et donc, vous voyez que e cos, c'est ce que j'ai là. Alors, j'ai juste le plus i sin qui se rajoute, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, je fais avec. Je dis juste que petit e de t, c'est la partie réelle
d'un nombre complexe. Et du coup, ce que je vais faire, c'est écrire E avec une petite barre en bas, comme ça, pour dire que c'est une grandeur complexe, que je réécris comme une exponentielle, une amplitude complexe multipliée par exponentielle i oméga t. Voilà. C'est comme ça qu'on modélise un signal sinusoïdal de fréquence, enfin de pulsation oméga. Et je fais pareil pour petit s. Alors, à la différence que, vous verrez que la différence, disons, majeure entre petit e et petit s, c'est que petit s présente un déphasage ici. C'est le phi qui est ici. Et donc ce déphasage, je vais l'inclure dans l'amplitude complexe que j'appelle grand S bar ici. Pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus, peut-être un peu plus tricky à comprendre. C'est-à-dire que les grandeurs complexes, j'aimerais bien les exprimer toutes comme un truc, une amplitude complexe, multipliée par exponentielle i oméga t. J'aimerais que toutes mes grandeurs complexes puissent s'écrire comme ça. Et en fait, dans le cas de E, c'est assez simple, parce que du coup, on voit que E bar, c'est juste égal à E. Donc finalement, l'amplitude complexe de E est un réel. Parce que là, vous voyez que j'ai pas de I ici. Hein. Là, j'ai pas... E est un réel, donc E bar l'est aussi. Par contre, grand S bar, vous voyez à partir d'ici que c'est grand S qui est réel fois exponentielle de I phi. Et donc ça, c'est complexe. Voilà. C'est peut-être ce qu'il y a de plus tricky. Mais... Et en fait, ce que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est que ces grandeurs-là, grand E bar, donc ici, et grand S bar, c'est ce qu'on appelle des phaseurs. Donc c'est cette grandeur-là et cette grandeur-là. C'est ce qu'on appelle des phaseurs. Je sais pas pourquoi, mais grosso modo, c'est eux qui contiennent l'information. Et on va voir que plutôt que de résoudre l'équation en petit s de t, donc l'équation différentielle en petit s de t, je vais me ramener à une équation algébrique en grand S bar. Donc vous voyez la différence, j'ai une équation différentielle en petit s de t, et je vais me ramener à une équation algébrique en grand S bar. J'explique. Et donc, oui, alors, aussi autre chose, c'est que je justifie pas vraiment pourquoi on a le droit de faire ça. Encore une fois, il y a de la transformée de Fourier derrière. C'est-à-dire que l'équation différentielle vérifiée par petit s va aussi être vérifiée par petit s bar, si tant est que je mette e bar ici et pas e. Voilà. C'est voilà. J'en dis pas beaucoup plus pour le moment. Donc je réécris cette équation différentielle, mais en notation complexe, et je réécris mes deux définitions. Et donc, ce que je peux en dire, c'est que la dérivée de petit e bar sur dt, ça va juste être i oméga fois... Voilà, si vous dérivez ce truc-là, typiquement, dérivé par rapport au temps, c'est pas parce qu'il y a un i que ça va poser problème, on fait juste apparaître le i oméga, dérivé d'une exponentielle, voilà. Je fais exactement pareil avec s. Et donc, je me ramène à une équation algébrique. Là, j'explique. J'ai une dérivée de s ici, et ma dérivée de s, elle est ici. Donc j'ai remplacé ce terme-là.
Donc, je récapitule. Ce terme-là, c'est ce terme-là. C'est la même chose. Plus 1 sur taux fois S de t. S de t, je l'ai ici. Il vient se mettre ici. Et le dE sur dt, c'est ce truc-là. Je l'ai ici. Voilà. Vous pouvez essayer de faire les calculs vous-même, de dériver ces grandeurs-là. Vous verrez que ça va très bien se passer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, j'ai une exponentielle i oméga t ici, exponentielle i oméga t ici, et exponentielle i oméga t ici. Donc on voit qu'en fait, ça se cancel aussi. Hop. Voilà. Bah très bien. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant j'ai un grand S bar ici, grand S bar ici. Donc je vais factoriser par grand S bar. Donc je fais ces deux trucs-là. Donc vous voyez bien que j'ai divisé par les exponentielles. Et donc, alors, il y a peut-être beaucoup de choses en même temps là. Grand S bar facteur de i oméga plus 1 sur tau ici, c'est i oméga e. Voilà, tout va bien. Donc je divise par ce terme-là, et en fait j'obtiens grand S bar. Vous voyez que j'ai plus de dépendance en t. En fait, en divisant par les exponentielles, je n'ai plus de dépendance en t. Et en fait, je n'ai pas besoin de cette dépendance en t pour résoudre l'équation. Et donc là, c'est juste un peu de calcul. J'ai multiplié par taux en haut et en bas. Du coup, ça me fait du i oméga tau divisé par 1 plus i oméga tau. Voilà. Et donc là, on va utiliser ce qu'on sait sur les nombres complexes. Je rappelle, a priori, grand S bar et grand E bar sont des nombres complexes. Et ce truc-là aussi est un nombre complexe. Donc, je rappelle ici cette relation. Grand S bar, c'est S exponentielle de i. Mais moi, ce que je cherche physiquement, c'est ce S-là et le phi. Parce qu'une fois que je les aurai, je connaîtrai le signal de sortie. Bon, du coup, à partir de cette relation-là, qu'est-ce que je peux dire? C'est que grand S, c'est le module de grand S bar. Voilà, si vous n'en êtes pas convaincu, vous retournez voir le passage sur la notation exponentielle, sur la forme exponentielle des nombres complexes. Et vous voyez qu'en fait, Z, c'est un module de Z fois exponentielle de son argument, que je note θ. Et donc phi, c'est l'argument. Voilà. Donc il n'est pas noté θ, il est noté phi, c'est pareil. Très bien. Et ben du coup, bah je l'ai, grand S bar, il est là. Bah du coup, j'ai juste à calculer son module et son argument. Voilà, bah du coup, c'est ce que je fais. Je calcule son module. Alors, petit détail, c'est que le module d'un quotient, donc ici, ce quotient-là, c'est le quotient des modules. Voilà. Donc je prends le module de i oméga tau, ça me fait juste oméga tau. Voilà. Si vous en êtes pas convaincu, vous appliquez la formule du racine carrée de a carré plus b carré. Sinon, vous essayez de placer, ça peut être un bon exercice d'ailleurs, placer le nombre complexe i oméga tau dans le plan complexe. Et en fait, dans le plan complexe, je rappelle que ça c'est la partie réelle et que ça c'est la partie imaginaire. Et donc vous voyez que i oméga tau n'a pas de partie réelle. Donc i oméga tau est forcément
soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Mais oméga tau est positif. Donc en fait, il ne peut pas être dans cette partie-là. Donc il est forcément ici. Et donc vous voyez que l'argument, c'est juste l'angle qu'il y a ici. Et donc vous voyez bien que c'est pi sur 2. Pourquoi je dis ça? Non, ça c'est pour après. En fait, c'est surtout la distance par rapport à l'origine, le module. Et donc vous voyez bien que vous êtes éloigné de l'origine de oméga tau. Enfin bref, au pire, faites les calculs et vous verrez. Donc le module de i oméga tau, c'est oméga tau. Le module de 1 plus i oméga tau, là c'est un peu plus compliqué, là vous êtes obligé d'appliquer la formule, c'est racine carrée de 1 au carré, donc 1, plus le fameux plus b carré, et la b c'est oméga tau. En fait vous avez un nombre complexe qui s'écrit z égale à 1 plus i oméga tau. Et ça, par définition, vraiment, première chose qu'on a dite, c'est a plus ib. Donc finalement, a, c'est 1, et b, c'est oméga tau. Et du coup, le module de z, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Et donc si vous mettez ces valeurs-là là-dedans, vous obtiendrez bien le racine carrée de 1 plus oméga tau au carré. Et donc tout ça, j'oublie pas le module de e. Le module de e bar, c'est juste e. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que e bar, c'est juste e. Et donc vous pouvez voir ça comme e exponentielle de i fois 0. Voilà, vous avez tout à fait le droit, parce que l'exponentielle de 0, c'est 1. Et donc e fois 1, ça fera e. Vous avez le droit de l'écrire comme ça. Et donc le module de e bar, c'est e. C'est ce qu'il y a devant l'exponentielle. Donc finalement, j'ai mon grand S, j'ai l'amplitude de sortie, c'est ce truc-là. Et maintenant, je cherche le déphasage. Et le déphasage phi, c'est l'argument de... Alors, voilà. Un peu de détail aussi, c'est que l'argument, ça se comporte un peu comme un logarithme. C'est-à-dire que l'argument d'un produit, ça va être la somme des arguments. Et l'argument d'un quotient, ça va être la soustraction des arguments. Voilà. Donc, je prends l'argument de ce truc-là. Je vais d'abord faire argument de ça, c'est ce qu'il y a là, parce qu'il est au numérateur, moins l'argument de ça, parce qu'il est au dénominateur, plus l'argument de ça, parce qu'il est au numérateur. Et donc, argument de i oméga tau, c'est le raisonnement que j'avais fait tout à l'heure avec le plan complexe, c'est que i oméga tau est un imaginaire pur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de partie réelle, donc son argument c'est pi sur 2. Et alors il y a une petite formule pour trouver l'argument d'un nombre complexe, mais qui ne fonctionne pas toujours. C'est qu'en fait, l'argument, donc je vais mettre argument de a plus ib, c'est égal à l'arctangente de b sur a. Alors attention, ça fonctionne pas tout le temps. Typiquement quand a égale à 0. Parce que quand a égale à 0, j'ai b sur 0.
Et à ce moment-là, B sur 0, c'est pas possible. Bon alors, en vrai, il y a un petit raisonnement. On peut dire que quand A tend vers 0, B sur A tend vers plus l'infini. Et du coup, arctangente de plus l'infini, ça va tendre vers pi sur 2. Mais bon, je préfère quand même voir ça avec les mains, où en fait, un nombre complexe avec A égale à 0, donc c'est-à-dire un nombre complexe, nombre imaginaire pur, il est forcément sur l'axe des ordonnées. Donc ça va forcément être soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Et donc c'est ce que j'écris là. Alors là, je prends pi sur 2, tout simplement parce que oméga tau est positif. Donc je sais qu'il est forcément comme ça. Je fais de la physique et pas des maths. Voilà. C'est ça l'idée. Et donc là, j'applique le arctangente de B sur A. Et donc arctangente de B sur A, ça me donne oméga tau divisé par 1. Donc ça me donne juste moins arctangente de oméga tau. Et donc il y a une petite relation trigonométrique qui dit que arctangente de x plus arctangente de 1 sur x, ça, peu importe x égale à pi sur 2. Voilà. Et donc le arctangente de oméga tau, on peut l'identifier à arctangente de x, où je fais passer ça de l'autre côté. Et du coup, je remplace par arctangente de 1 sur oméga tau. Voilà, c'est juste... c'est accessoire, c'est un détail. Donc bah du coup, j'ai mon amplitude, j'ai mon déphasage. J'ai plus qu'à mettre ça dans la solution que j'avais supposée au début du problème. Et donc j'obtiens bien euh, la tension de sortie en fonction de oméga, de tau et de E. Donc avec oméga et tau qui se retrouvent là, oméga est là, et oméga et tau se retrouvent là ici. Voilà. Et donc ça, voilà, j'ai rappelé que on avait fait l'hypothèse que S avait cette forme-là. Voilà. Que dire de plus? Donc j'ai tracé les graphes pour certaines valeurs. Euh, donc pour E égale 1 volt, oméga égale 5 radians. J'aurais peut-être dû mettre la fréquence, ça aurait été un peu plus physique, mais bah, du coup dites-vous que ça, la fréquence, c'est 5 sur 2 pi. Ce que j'avais expliqué tout à l'heure que oméga, c'est 2 pi fois la fréquence. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut voir, donc en vert, c'est la tension d'entrée, donc qui est assez classique, et, et en bleu, la tension de sortie. Première chose, c'est que là, ouais. Première chose, c'est que lui, il est à son max ici, et lui, il est à son max ici. Donc j'ai un déphasage. Ça, c'est grosso modo ce qu'on appelle le déphasage. C'est ça le déphasage. C'est juste que quand la tension d'entrée atteindra son maximum, la tension de sortie va prendre un peu de temps à atteindre son maximum aussi. Voilà, typiquement, il est là aussi, hein. Hop, voilà. Ça, c'est le déphasage. Bon, alors là, l'axe, c'est le temps. Donc, on a un déphasage temporel. Mais bon, c'est l'idée. Euh, et ce qu'on voit aussi, c'est que là, j'ai pris une amplitude classique de 1 volt. En fait, on voit que le max de S de t est beaucoup plus bas que le max de E de t.
Et en fait, c'est dû au fait que le filtre RL va laisser passer certaines fréquences. C'est pour ça qu'on appelle ça un filtre. C'est-à-dire que certaines fréquences vont être atténuées alors que d'autres non. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc est réel en certaines valeurs. Et donc là, on voit bien que le signal S de T est atténué et même retardé par rapport au signal d'entrée. Voilà, donc c'était une application des nombres complexes à la physique. Il y en a bien d'autres, évidemment. Typiquement, quand on parle des ondes. En mécanique quantique aussi, beaucoup. Mais je me voyais mal parler de mécanique quantique là. Voilà, je garde le sujet peut-être pour quand je parlerai d'algèbre linéaire. Bref. Donc j'espère que la vidéo n'est pas trop longue à regarder. On en est à 1h11. Euh, donc première vidéo, j'espère que c'est regardable, j'espère que c'est compréhensible, j'espère que je ne vais pas trop vite. Toute critique constructive est évidemment la bienvenue. Sur le son aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre. Donc voilà. Pas grand-chose d'autre à dire de plus. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous avez compris des choses que vous n'avez peut-être pas compris avant. Parce que c'est le but. Voilà. Merci. Tchuss.